ne se débarrasse pas très vite d'une vie professionnelle. Je vois bien que cette formation de médecin, de scientifique, imprime aussi ce que je suis en politique. Dimanche en campagne avec Nasser Ketan et Manuel Mariani sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre dernier numéro de Dimanche en campagne, le dernier numéro du moins avant le premier tour des élections municipales, avec Nasser Ketan évidemment. Bonjour Nasser, Bonjour, vous êtes prêt pour aller voter dimanche ? Oui, tout à fait, bien sûr. Devoir de citoyen, il faut aller voter. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Buzyn, tête de la liste La République En Marche, Agir, UDI, Mouvement Radical Social et Libéral et Modem également. Je reprends ma respiration donc pour les élections municipales à Paris. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Alors, si le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sont les élections municipales, on n'oublie pas pour autant que vous êtes médecin et qu'il y a encore quelques semaines, vous occupiez la fonction de ministre de la Santé. Donc, on peut s'empêcher de vous questionner, avant de commencer sur les municipales, au sujet du coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser ? Oui, alors là-dessus, on vient de voir qu'il a même commencé à rentrer à l'Assemblée nationale. Il s'est invité. Malheureusement, un député est en réanimation. On a fermé les buvettes, donc ça commence un peu à faire tache d'huile. On est probablement au stade 3. Vous avez traité le sujet. On l'a vu lors du débat télévisé. Tout le monde a reconnu que finalement, ça avait été plutôt que l'exécutif, que le gouvernement, que ça avait été bien traité, que c'est pas un sujet à polémique, et que de ce point de vue-là, on parle de stade 3 aujourd'hui. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur les mesures de précaution, sur le pic épidémiologique qui devrait pouvoir s'installer peut-être la semaine prochaine ? Votre sentiment là-dessus avant de commencer Alors oui, nous évoluons dans l'épidémie, le nombre de cas augmente et il va continuer à augmenter. Et il teste quelque part, cette crise teste notre résilience à des risques émergents. Il y en aura, il y a le changement climatique qui apporte de nouveaux risques et les risques épidémiques, nous le savons quand on est médecin, nous savons que de nouveaux virus peuvent arriver. Ça a été le cas déjà avec le SRAS, le MERS-CoV, la grippe H1N1 et c'est un nouveau virus. Aujourd'hui, chacun est concerné. Donc, ça teste notre résilience, ça teste notre capacité à être responsable, à la fois de nous-mêmes et des autres, en prenant en compte les gestes barrières, en les mettant en œuvre dans notre quotidien. D'ailleurs, je suis venue dans votre studio ce matin, nous ne nous sommes pas serrés la main, volontairement et avec le sourire. J'ai failli, mais vous m'avez rappelé à l'ordre. Et l'accueil était chaleureux pour autant, mais il faut être très attentif à ne pas contaminer les autres ou à ne pas être contaminé soi-même. Et puis ça teste non seulement notre sens des responsabilités, mais aussi notre capacité à être solidaire, parce que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres, notamment les personnes âgées. Alors lesquelles, oui, les enfants, les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est un virus qui est plus grave chez les gens âgés que chez les enfants, et donc il faut les protéger. Et donc il faut éviter, lorsque on a une personne de sa famille dans un EHPAD ou qui est fragile ou âgée, il faut éviter d'aller la voir, parce que en plus nous pouvons être vecteurs de la maladie, c'est-à-dire porteurs, sans être forcément malades ou conscients qu'on l'est. Et donc aujourd'hui, il va y avoir la nécessité d'organiser une chaîne de solidarité entre les citoyens. Et que dire aux gens qui vont dévaliser les supermarchés, à ceux qui veulent, qui sont décidés à pas envoyer leurs enfants à l'école, que faire face à une psychose qui semble s'installer ? Alors, la psychose, elle n'a pas lieu d'être. D'abord parce qu'il y a largement de quoi avoir des stocks dans les supermarchés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il n'y a absolument pas de sujet. Ça entraîne un sentiment d'inquiétude. Donc, j'ai envie de dire à chacun, restons raisonnables, restons rationnels. L'État est là pour gérer. Les autorités sanitaires et l'État en général prennent des décisions en concertation avec des experts, pas après pas, c'est-à-dire étape après étape. Et donc, évidemment, on monte en niveau de contraintes avec le stade 2, puis peut-être le stade 3 qui pourrait survenir dans les prochains jours ou semaines. Mais moi, ce que je dis aux citoyens, c'est de faire confiance aux autorités sanitaires qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est protéger la population. Il y a derrière toutes ces décisions énormément de médecins, d'experts, de professionnels des crises qui sont très attentifs à être dans la rationalité. Alors, pour terminer sur ce sujet, vous êtes médecin et vous êtes ancien ministre. Quid du vaccin ? On nous dit, certains nous disent mois de mai, d'autres nous disent octobre, d'autres nous disent pas avant un an. Voilà, ça intéresse aussi un peu les auditeurs. Alors là, en tant que médecin et en plus connaissant bien les sujets de vaccination,
Les vaccins classiques sont longs à fabriquer. C'est très complexe, très long à fabriquer. Donc, en général, il faut 2-3 ans pour mettre au point un vaccin standard. Il y a de nouvelles formes de vaccins qui sont testées aujourd'hui par des industriels ou des boîtes de biotechnologie. Donc peut-être que ces nouvelles formes de vaccins seront plus rapides à mettre au point, c'est ce qu'on espère. Il se tient aujourd'hui en ce moment à Bruxelles une grande réunion autour des industriels qui travaillent sur les traitements, sur les vaccins, histoire d'unir toutes les forces en puissance pour être le plus réactif possible. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de pistes sérieuses pour les prochaines semaines. Et donc, faisons en sorte que les gestes barrières permettent de ralentir la progression du virus dans la population le temps que nous ayons un traitement potentiel ou un vaccin potentiel. Avant de laisser Manu rentrer dans le vif du sujet de l'élection municipale, justement sur cette élection municipale à Paris, on a vu le débat. Moi, j'étais très sensible à ce que vous êtes une des rares à dire « j'ai envie ». On n'a pas beaucoup entendu des candidats dire « j'ai envie d'être maire de Paris ». Et vous l'avez dit plusieurs fois, « j'ai envie ». Alors, précisez un peu cette envie. Et la photo que vous avez montrée, c'était un café. Et quand on sait l'importance du café dans ce qui a fait Paris... Oui, un café que vous avez dû connaître aussi, Nasser, d'ailleurs, à Necker, à l'hôpital Necker. Les Auvergnats, les Bougnats, les cafés Kabyles, les cafés... Voilà. Le café est le lieu un peu central aussi dans Paris. C'est l'agora, c'est là où on discute, c'est là où on... Voilà. Et alors, sur cette envie, sur cette photo, j'aimerais bien aussi que vous nous disiez un mot. Alors, la photo, pour moi, le café, c'est... à la fois flâner dans Paris, qui est vraiment ce que je préfère le week-end, me promener depuis toujours. Et c'est l'emblème du lien social, le café. C'est là où on se rencontre, c'est là où on rencontre des gens différents, c'est là où on se parle, c'est là où se passent des moments de vie, des flirts, des rencontres, parfois des séparations, des pleurs. Et donc pour moi, c'est vraiment emblématique de la vie parisienne. Au-delà de ça, j'ai choisi le café en face de l'hôpital où j'ai exercé pendant 30 ans parce que c'est des moments de ma vie très forts qui se sont déroulés. J'y allais tous les matins prendre mon café. Donc ça me rappelle aussi ma vie professionnelle. Parce qu'on ne se débarrasse pas très vite d'une vie professionnelle, en fait. Elle vous forme quand même en tant que personne. Elle imprime sa marque dans la façon de faire. Moi, je vois bien que je suis... que cette formation de médecin, de scientifique, imprime aussi ce que je suis en politique. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ma vie d'avant. Et un gros clin d'œil à ce qu'est Paris et sa spécificité avec ses terrasses. Alors l'envie, je l'ai depuis longtemps. Les circonstances n'étaient pas les bonnes. C'était trop tôt dans ma mission de ministre. J'avais beaucoup de textes de loi à passer, très important pour moi, de transformation du système de santé, un texte de loi de bioéthique très important sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et donc je ne pouvais pas rentrer en campagne il y a quelques mois. Benjamin Griveaux était en lice, il s'est présenté, il a eu l'investiture, et donc je n'étais évidemment pas en compétition avec lui. Après, le concours malheureux, ou plutôt, c'est proche du complot, on peut le dire, mais en tous les cas, ce qui s'est passé a entraîné des circonstances différentes, et j'ai pris l'opportunité de faire vivre mon envie d'être maire de Paris. Je suis mécontente aujourd'hui de l'état de Paris, je suis mécontente de la gestion, je suis mécontente de la pratique de la mairie aujourd'hui vis-à-vis des citoyens, que je trouve brutale. Il y a une forme d'appropriation de cette ville par la maire qui est présente en réalité aux commandes depuis maintenant près de 20 ans et qui oublie qu'il y a des citoyens et qu'il faut faire avec tout le monde, qu'il faut traiter tout le monde. Donc mon envie, c'est de faire changer la gouvernance actuelle pour un pays où on peut bien vivre et où on peut retrouver ce plaisir de se promener dans les rues de Paris que tout le monde a perdu aujourd'hui. Bien, alors on va détailler tout ça, Agnès Buzyn. On va commencer par l'une des plus grandes préoccupations des Parisiens, et ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est le point qui arrive en numéro 1 dans votre programme. Je parle au niveau hiérarchique, quand on feuillette votre programme, c'est la propreté. Alors, au dire des Parisiens, et puis bon, force est de le constater, Paris n'a jamais été aussi sale, il y a des rats partout, etc. Donc, les Parisiens sont très attachés à retrouver un Paris propre. C'est vrai que
On se souvient du Paris à l'époque de Jean Tibéri, avant de Jacques Chirac. Bon, tout n'était pas parfait, mais c'est vrai que Paris était une ville assez propre. Ça s'est dégradé petit à petit. Bon, vous avez un certain nombre de propositions. Déjà, vous voulez donner au maire d'arrondissement la responsabilité de la propreté. Vous voulez créer des brigades municipales anti-nuisibles. Ça, c'est pour c'est pour les rats. Alors, créer des managers de rue aussi. Alors, c'est quoi les managers de rue? C'est des espèces de concierges de quartier. Alors, parlez-nous un petit peu de votre programme en termes de propreté. Oui, alors d'abord sur le constat, c'est incroyable. Les gens ne parlent que de ça. C'est la première chose, le premier mot qui vient à l'esprit quand je suis en campagne, c'est la propreté, ou plutôt la saleté, l'insalubrité aujourd'hui. Donc ça n'est pas acceptable. L'image qu'on donne de cette ville, les risques qu'on prend aussi avec les rats, et donc n'est pas acceptable ni pour les habitants de Paris, ni pour l'image qu'on donne aux touristes. Donc c'est une priorité numéro 1. Donc j'ai prévu de transformer complètement l'organisation de la direction de la propreté à Paris dès mon arrivée, dans les 100 premiers jours, parce que ça ne fonctionne pas. Donc il y aura une réflexion à avoir sur notamment le ramassage des déchets. Je veux qu'il y ait plus de personnes sur la voirie, plus de personnes qui balaient les rues, qui s'occupent vraiment de la propreté du quotidien. Et je veux que parmi ces personnes qui seront en responsabilité de la voirie, du nettoiement, eh bien, il y aura des personnes dédiées à quelques rues, à un quartier. Donc, je prévois qu'il y ait 1000 personnes que l'on pourra appeler, qui seront connues des habitants du quartier. Par exemple, quand vous descendrez de chez vous et que vous verrez une poubelle renversée ou des gens qui ont déposé des matelas, des vieux matelas ou des meubles, des encombrants, que vous puissiez immédiatement appeler ce qu'on appelle le manager ou le responsable de rue. Vous connaîtrez son numéro ou vous aurez une application pour le faire. Ce sera une personne dédiée à la gestion de quelques rues que tout le monde connaîtra, qui sera à la fois dans la rue et joignable, et qui sera réactif pour que tout de suite se mette en marche un système qui répare, qui nettoie. Parce qu'aujourd'hui, quand ça arrive dans les rues de Paris, quand une rue est très abîmée ou très dégradée ou très sale, en réalité, vous appelez la mairie centrale et vous ne savez pas qui joindre. Donc, je veux redonner la responsabilité de la propreté aux maires d'arrondissement. C'est par exemple eux qui connaissent le mieux les horaires de collecte de déchets les plus appropriés pour leur quartier, par rapport au marché, par rapport au rythme de leur quartier. Donc aujourd'hui, il faut décentraliser aux maires d'arrondissement la propreté, remettre du personnel au nettoiement de la voirie, et puis donner un peu de responsabilité directe. Mais ça, on est un peu dans l'aval, toujours dans l'aval. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une action en amont, je veux dire au niveau des écoles, au niveau de l'éducation, au niveau de la citoyenneté? Est-ce que le citoyen, le Parisien aussi, quand il est à l'école, est-ce qu'il ne doit pas aussi peut-être avoir des éléments que plus tard, quand il sera adulte, ne pas se livrer à toutes ces dégradations? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une action en amont à mener? Il y a une action éducative, mais je m'énerve aujourd'hui d'entendre l'équipe actuelle dire que si la ville est sale, c'est uniquement parce qu'il y a des incivilités. C'est pas vrai. On ne donne pas la possibilité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'incivilité aujourd'hui. Enfin, fin 90, début 2000, quand Paris était propre. Oui. La différence par rapport à aujourd'hui, à mon sens, quand j'essaye d'analyser ça, c'est que la question de la propreté et du nettoyage des rues à l'époque était principalement sous-traitée à des entreprises privées. Aujourd'hui, elle est majoritairement municipalisée. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Enfin, alors, je regarderai très attentivement, parce qu'une des questions qui se pose et qui est dans le programme, c'est de poursuivre la privatisation de la collecte des déchets, parce qu'aujourd'hui, la moitié des arrondissements, c'est privé, l'autre moitié public. Il faut vérifier quelle est l'efficacité et le coût-efficacité des deux types de collecte, en tous les cas. Ma priorité numéro 1, ça sera de remettre de l'ordre. Alors, dans les 100 premiers jours, ça ne veut pas dire que la ville sera propre dans les 100 premiers jours. Je ne sais pas si je peux m'exposer à un risque d'une telle promesse. Mais ce que je promets, c'est une réorganisation totale et comme priorité numéro 1, la propreté de cette ville. Alors, moi, je veux qu'on arrête de mettre la faute sur le dos des Parisiens. Les gens, aujourd'hui, ont cette fibre écologique et veulent être propres. Enfin, les gens sont ça propres. Voudrait dire que les Parisiens seraient devenus sales. Ils ne sont pas devenus sales. Simplement, on ne leur donne pas le moyen de l'être. Par exemple, je vous donne deux exemples. Beaucoup de gens trient leurs déchets. Aujourd'hui, vous avez des poubelles de tri. Eh bien, sachez qu'à Paris, seuls 20% des poubelles triées de déchets recyclables sont réellement recyclés. 80% des choses que vous triez, qui sont recyclables,
termine dans l'incinérateur. C'est honteux. Les grandes villes comme San Francisco, je crois, sont à 60% ou 80%. Donc, on peut faire mieux. Deuxièmement, les poubelles. Les déchets et les composts aussi. Alors, il y a ça aussi. Ça, on peut améliorer également sur le compost. Mais la deuxième chose, ce sont les poubelles de rue. Alors, les poubelles de rue, aujourd'hui, elles sont en train d'être changées pour des poubelles qui sont résistantes aux rats, parce que les poubelles actuelles, les rats peuvent les percer et c'est sale. Et donc, on est en train de changer toutes les poubelles de Paris. Écoutez bien, pour faire des poubelles rigides, chaque poubelle coûte 1 000 €. Et on n'a même pas pensé à faire des poubelles de tri. Or, les Parisiens dans la rue, quand ils boivent une canette, ils seront ravis de mettre cette canette dans une poubelle de tri, de recyclable. Eh bien, ils ne le peuvent pas aujourd'hui. Pour une ville qui se dit écologique, et pour une maire qui se dit écologiste, sincèrement, avoir pensé à changer toutes les poubelles sans penser au tri dans l'espace public me paraît absolument déconcertant. On va passer à une autre priorité des Parisiens, on le voit bien dans les sondages, c'est la sécurité. Alors, on a constaté effectivement un bond de l'insécurité, des agressions, des vols à l'arraché, etc. À Paris, de la petite incivilité à l'agression vraiment importante. Alors, vous faites partie des gens qui prônent une police municipale armée. Alors, déjà... Formée, si je me peux... Voilà, armée et formée. Parce que c'est très important. Mais est-ce que tous les agents municipaux, les ASP ou autres, seront automatiquement policiers municipaux? Parce que clairement, quand on les voit dans la rue, il y en a certains, on les voit pas du tout armés, j'ai envie de vous le dire. Là, c'est vraiment une remarque personnelle, mais je pense que beaucoup de Parisiens partagent ça, parce que ça fait un peu armée mexicaine parfois quand on voit les ASP. Ça n'est évidemment pas le cas. Il faut d'abord... proposer ça sur une base de volontariat, parce que tout le monde ne se sent pas l'envie de devenir policier, même si c'est de la police municipale. Et deuxièmement, on va recruter. Évidemment, on va recruter. Ensuite, il y a un enjeu de formation. J'insiste beaucoup parce que armée, c'est la nécessité. On ne peut pas laisser des gens avec une étiquette police se promener dans les rues la nuit. Oui, autant mettre une cible. Autant mettre une cible. Enfin, on voit bien aujourd'hui la violence qui s'exerce vis-à-vis de la force publique en général, les représentants de l'État, même les pompiers, même les ambulanciers sont pris pour cible. Alors, a fortiori, oui, dès qu'il y a un uniforme. Voilà. Et donc, il est indispensable qu'ils soient armés, parce qu'on doit les protéger. C'est indispensable qu'ils soient formés aux problématiques particulières de ce qu'est la police municipale, c'est-à-dire les violences liées à des discriminations, par exemple. Alors, il faut savoir recueillir la parole de quelqu'un qui a été visé par un acte raciste ou une violence faite aux femmes, etc. Le souci, c'est que les gens issus de la diversité, souvent, se plaignent de la discrimination de la police. C'est pour ça que la formation est absolument indispensable, parce que l'enjeu, c'est justement que tout le monde se sente en sécurité dans cette ville. Tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'on aura des formations spécifiques. Et je tiens à insister là-dessus, parce que je crois que c'est ce qui fait la différence entre mon projet et le projet notamment de Madame Dati. Par ailleurs, je pense que dans les spécificités de cette police municipale, il y a vraiment l'enjeu de la sécurité dans le logement social, où on voit qu'il y a une inquiétude montante aujourd'hui des personnes qui habitent dans le logement social. Le logement social a été abandonné. Il y a quelques caméras. Nous devons renforcer évidemment les caméras de surveillance pour rassurer les habitants et qu'il y ait des patrouilles et des maraudes. Pour cela, la police... Il y a aussi des logements sociaux qui ont été installés, je pense par exemple rue des Boulainvilliers, en face de la maison de la radio, où il y a des logements sociaux devant lesquels ça deal en pleine journée, etc. C'est pour ça que les caméras sont très importantes. Dans mon projet, il y a 5000 policiers de police municipale formés et armés sur le terrain, et il y aura 5000 caméras de surveillance, c'est-à-dire une multiplication par 4 des caméras de surveillance. Je les veux devant les lieux de culte, qui sont, nous le savons, une cible. Je les veux devant les écoles, et je les veux selon les quartiers, évidemment, dans le logement social ou à côté du logement social, parce qu'il y a des risques particuliers. Et puis, il y a des rues commerçantes qui doivent être mieux protégées du vol à la tire, notamment. On voit bien qu'il y a un espace pour ces caméras de surveillance. Et là, toujours, je marche sur mes deux jambes. C'est respect de la vie privée, évidemment. Donc, on détruit, évidemment, tous ces films dans les délais légaux. Les caméras à des fins d'enquête. Mais ce sont des caméras qui sont nécessaires pour rassurer, pour surveiller et pour suivre des enquêtes policières lorsqu'il y a un acte délictueux. Alors, il y a un élément qu'on ne voit pas trop dans l'ensemble des programmes, tous les candidats confondus, c'est l'élément éclairage qui est au croisement
à la fois de la sécurité, de l'environnement et des mobilités. C'est quelque chose et on voit pas beaucoup. De nombreuses rues à Paris sont mal éclairées, des quartiers entiers sont mal éclairés. Là, c'est en surface, en parking aussi. Beaucoup de parkings ne sont pas bien éclairés, où il y a des agressions, où des femmes ont peur d'aller chercher leur voiture. On a vu aussi des accidents avec cette gamine qui a traversé le passage piéton, ce gars à la porte de Saint-Ouen aussi qui s'est fait renverser en vélo par un poids lourd. Donc sur cet éclairage, je vous remercie. C'est passé un peu à la trappe. Non, pas du tout. Je vous remercie de mettre ce point. Vous savez, le programme, c'est le croisement de tout. Oui, mais le programme, c'est une série de frustrations, de choses qu'on peut pas dire parce que malheureusement, on est obligé de simplifier pour les messages publics et radio. Et vous me donnez l'occasion justement dans cette émission de dire à quel point c'est important. C'est pour ça qu'on fait une émission qui dure 1 heure. C'est vraiment remarquable. Ça permet de parler des sujets de fond et d'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus, évidemment, d'éclairage ? Parce que ça consomme de l'électricité et donc, dans le cadre des politiques de lutte contre la gabegie d'électricité, les gens hésitent toujours à rajouter des éclairages. Et c'est là où je dis qu'une ville moderne, c'est une ville qui a un éclairage équipé d'intelligence artificielle, en tous les cas de capteurs, qui permet en réalité de régler l'éclairage en fonction du vivant existant dans l'empreinte. En fonction du passage, de la pénombre. Donc, en fonction du passage d'un habitant, d'un humain, en fonction évidemment du degré de luminosité dans la rue. Et donc, tout ça, ça s'équipe, ça se travaille. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens techniques d'avoir un éclairage très intelligent dans les rues de Paris, qui ne soit pas justement trop glouton d'électricité, parce que nous devons évidemment consommer. Pourquoi pas mettre des panneaux solaires sur les réverbères ? Oui, mais surtout, on peut régler cet éclairage. Aujourd'hui, il y a des capteurs et on peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux, et moins, en fait, avec moins de gabegie d'électricité. En faisant ça, on est sur la sécurité, on est sur l'environnement et on est sur les mobilités. Exactement, et c'est un enjeu majeur. Et donc, j'arrête pas de dire, alors vous verrez dans mon programme, quand je parle de la technologie, de la modernité, de la modernisation de cette ville, quand je parle notamment d'intelligence artificielle et de modernité, je parle d'intelligence artificielle pour régler les mobilités, les flux dans les rues de Paris, et j'en parle pour l'éclairage, parce que c'est un vecteur de sécurisation incroyable. Bien. Alors, vous parliez effectivement là, on parlait de l'éclairage, donc ça me fait glisser tout doucement vers la nuit. Et vous voulez lutter contre le bruit à Paris, mais vous parlez surtout de radars sonores pour verbaliser les voitures et les deux roues trop bruyants. Mais il y a aussi la nuit, les fêtards, entre guillemets. Paris est une fête, comme disait Hemingway. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de fêtards et il peut y avoir des débordements la nuit, énormément de bruit la nuit. Et ça, c'est vrai que les agents de la ville de Paris, on ne les voit pas, et c'est parfois difficile de dormir, surtout en été quand on ouvre un peu les fenêtres. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ça ? La police municipale a évidemment le rôle de faire de la médiation et de trouver le juste équilibre entre Paris, qui doit quand même rester une ville où on peut faire la fête, et des nuisances sonores qui empêchent les gens d'aller travailler le lendemain. Moi, je mettrais des capteurs sonores dans les rues, notamment pour ce qui rend fou les gens aujourd'hui. C'est une moto qui s'amuse au démarrage, parce que c'est un plaisir pour certains que de faire énormément de bruit. Échappement débridé. Voilà. Et là, je crois que ça, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que le plaisir d'une personne ne peut pas nuire à une rue entière, à une ville entière. Et la police municipale pourra verbaliser grâce à ces radars sonores. Et ça, je crois que ce sera un très grand plus pour les habitants de la ville. Bon, alors on parlait de pollution sonore, la transition est toute trouvée pour parler de pollution tout court, Nasser. Oui, l'environnement. Autre grande préoccupation des Parisiens, l'écologie, la pollution, le climat. Alors c'est vrai qu'avec la réduction de la place de la voiture à Paris, il y a beaucoup d'embouteillages. Les embouteillages créent des nuisances et sonores et sanitaires, je veux dire, avec les gaz d'échappement. Et puis les ralentissements font qu'on freine, on accélère. Donc c'est des pollutions aux particules fines qui sont particulièrement dangereuses, surtout pour les enfants. La plupart des candidats ne veulent pas forcément revenir en arrière pour rendre un peu plus de place à la voiture pour fluidifier la circulation. Vous, quelle est votre position là-dessus ? Alors, l'environnement, c'est effectivement une préoccupation
très très importante de l'ensemble de la société aujourd'hui. Et moi, en tant que médecin, je ne peux que constater les effets de la pollution sur la santé, l'impact du changement climatique. J'ai vécu plusieurs canicules et je sais aujourd'hui que cette ville, elle a 2 enjeux. D'abord, réduire la pollution et puis être en accord avec les accords de Paris sur le climat, c'est-à-dire vraiment travailler à la rénovation énergétique des bâtiments dans le logement social comme dans le logement privé, réduire la part de la voiture polluante pour des voitures, en tous les cas des transports électriques, c'est vrai des motos aussi, et donc on a toute une transition à faire et je crois que la société y est prête. Ce que je reproche... Alors vous dites que la société est prête, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de bien-pensance qui fait qu'on doit quand même accepter cette pollution parce qu'elle découle du fait qu'on a laissé de la place au vélo. Mais d'ailleurs, vous êtes fait challenger un petit peu par rapport à vos propos pendant le débat sur le fait que vous disiez que courir à Paris ou faire du sport à Paris n'était pas forcément bon à cause de la pollution. Oui, donc, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas une bien-pensance qui fait que malgré ça, on le sait, mais c'est pas grave. On fait quand même du vélo et du sport à Paris. On a une priorité aujourd'hui, c'est développer des alternatives à la voiture polluante. Donc ça veut dire d'abord aider les gens à changer de voiture pour des voitures électriques, premièrement, et leur donner un espace, notamment dans les parkings souterrains où ils peuvent recharger leur batterie. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous savez que dans les parkings souterrains aujourd'hui qui ont été délégués au privé, il n'y a pas dans le cahier des charges le fait de pouvoir recharger sa voiture. Mais ça devrait être une obligation. Ça devrait être une obligation. Si on veut réduire la part de la pollution, ça devrait être une obligation. On devrait inciter les gens à passer à l'électrique. Deuxièmement, il faut qu'on développe les transports en commun. Les Parisiens aiment les transports en commun, mais pas quand ils sont surchargés. Or, on a un problème de trafic, on a un problème de rythme des bus, de fréquence de couloirs de bus qui sont encombrés de travaux avec des feux qui bloquent toutes les 2 minutes alors qu'on peut faire des feux intelligents pour accélérer la circulation des bus. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint un autre point de votre programme, c'est que en fait, on a fait des couloirs de bus et pour que les bus puissent, des grands couloirs de bus pour que les bus puissent circuler plus facilement, mais comme sur les rues perpendiculaires, il y a des voitures qui se retrouvent bloquées en plein milieu, du coup le bus passe pas quand même, et donc vous parlez effectivement de dédier la police municipale aussi à cette circulation. Absolument, la police municipale aura aussi un rôle dans la circulation. On voit bien comment dans certains carrefours aujourd'hui ça peut se bloquer en l'espace de 2 minutes. Ce sont les bus qui sont effectivement les premiers en difficulté parce qu'ils sont oui, plus personne ne roule, même les vélos. Même les vélos ne roulent pas, et puis les piétons ont peur. En réalité, vous êtes une personne âgée aujourd'hui. Vous voulez simplement faire 200 mètres dans la rue, traverser Boulevard Saint-Marcel, par exemple. Boulevard Saint-Marcel, que je connais bien. Traverser la rue, c'est pollué, c'est bruyant. Les feux ne sont pas adaptés au rythme d'une personne âgée. Il y a des trottinettes, les couloirs sont défoncés. On ne sait pas si vous êtes sur une voie vélo, sur une voie bus, ou sur une voie taxi, ou sur une voie voiture. C'est totalement anxiogène. Donc moi, je veux remettre de l'ordre dans l'espace public, que chacun ait sa place, parce que toutes les mobilités sont nécessaires. Il faut arrêter de penser qu'on va faire des déménagements en vélo, comme j'ai pu entendre lors du débat. Je veux dire, on marche sur la tête. Il y a des personnes âgées qu'il faut emmener à l'hôpital. On a besoin d'aller les chercher en voiture. Il y a des infirmières qui travaillent avec leur voiture. Il y a des femmes enceintes qui vont pas faire du vélo. Enfin... un peu de bon sens, arrêtons l'idéologie, il y a besoin de tous les transports, nous devons le rendre plus propre, nous devons l'ordonner sur la voie publique, c'est une priorité absolue, nous devons miser sur les transports en commun, nous devons accélérer la fréquence des bus, ça veut dire travailler avec la région, automatiser les métros, ça veut dire travailler avec la région, et ça, Madame Hidalgo n'a pas pu le faire, car elle s'est fâchée avec la région quand elle était dirigée par Jean-Paul Huchon, socialiste. Elle est maintenant fâchée avec la région. Il y avait un peu une lutte d'élite entre les deux. Voilà, donc en réalité, nous ne travaillons pas suffisamment, en tous les cas, la mairie actuelle ne travaille pas suffisamment avec les partenaires nécessaires à la bonne gestion d'une ville. Alors, pour rester un peu dans l'écologie et l'environnement, plutôt que d'aller dans des projets pharaoniques comme mettre une forêt à la place de la gare de l'Est ou un grand lac à la place de la Concorde, vous avez deux mesures qui sont très pragmatiques. C'est la petite ceinture, c'est plus de 40 hectares qui ont été un peu négligés, et puis des rues vertes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux les rues mesures jardins plutôt, oui. Qui ne nécessitent pas des milliards d'euros d'investissement, mais qui peuvent simplifier ô combien la vie quotidienne des Parisiens? Alors, en 1 minute, Agnès Buzyn, s'il vous plaît, parce qu'on approche de la pause. 1 minute. Cette ville n'est pas préparée au changement climatique. Nous allons prendre des risques pour ses habitants. Il faut la préparer, il faut la verdir. Je mets une règle verte. Il y aura un conseil scientifique et citoyen qui jugera de toutes mes décisions en matière d'environnement. Deuxièmement, je créerai 240 rues jardins qui seront décidées par les conseils d'arrondissement. parce que j'ai pas... C'est une rue,
un peu piétonnisé dans lequel il y a énormément de verdure de façon à faire des îlots de fraîcheur dans les quartiers. Il y aura des décisions sur 240 rues Jardin décidées par les maires d'arrondissement avec les conseils de quartier. Troisièmement, il faut réhabiliter la petite ceinture pour que ce soit un îlot de verdure, c'est 40 hectares. Il faut réhabiliter les bois de Vincennes et de Boulogne pour que les habitants de cette ville puissent réellement s'y promener en famille, en sécurité, en propreté et aménagé. Ça peut être fait en un an. Ça peut être fait très rapidement. On va parler de logement maintenant, et puis on va parler un petit peu de commerce aussi, parce que ça va ensemble. Hein. Si on crée du logement, il faut qu'il y ait des commerces dans le centre dans le centre de Paris et dans Paris en général. Alors, vous voulez permettre aux classes moyennes et populaires de se loger à Paris. C'est vrai que le prix au mètre carré entre les années 2000 et aujourd'hui, il est passé de 3 000 € en moyenne à 10 000 €. Enfin, je crois qu'on frise même les 11 000 maintenant. Hein, c'est ça. 11 000 on est passé à 11 000 cette semaine, donc 11 000 € du mètre carré, ce qui devient impossible, même pour des gens avec des revenus conséquents d'acheter à Paris. Et donc, qu'est-ce que vous proposez en ce sens? Et puis, si on recrée du logement à Paris et qu'on recrée de la vie, il faut aussi faire revenir les commerces. Il y a plein de commerces qui ont déserté Paris parce qu'ils ne pouvaient plus se faire livrer ou parce que, tout simplement, les gens n'achetaient plus dans les petits commerces et préféraient aller dans les grandes surfaces. Alors, comment est-ce que vous faites face à tout ça? Et comment est-ce que vous redonnez de la vie et des habitants et des commerces à Paris? Alors, l'urgence, c'est de permettre aux gens de se loger dans du logement abordable. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de remettre en fait du logement en circulation. Il y a 100 000 logements vacants à Paris. Ce sont souvent des propriétaires qui ont peur de s'engager dans une activité locative. Ils ont peur de payer. Hormis sur Airbnb, quoi. Oui, alors, j'en parlerai après. Je parlerai d'Airbnb. Mais dans les logements vacants, il y a des propriétaires qui n'osent pas. Et donc, il faut qu'il y ait un service de la ville de Paris qui soit en charge d'offrir une garantie de loyer, une mise en état du logement, notamment électricité, par exemple, avant la location. Mise aux normes. Aux normes, parce que souvent les gens savent, il faut investir parfois pour être en capacité de louer, donc il faut les aider. Parfois, ils n'ont pas les moyens. Troisièmement, il faut être capable de rénover un logement qui a été occupé. Et donc, il y aura un service de Paris qui sera dédié à inciter les propriétaires. On ira les chercher de façon proactive. Hein. On ira les recenser pour leur demander de mettre en location et offrir toutes les garanties à tous les propriétaires qui, aujourd'hui, n'osent plus mettre des logements sur le circuit. Deuxièmement, Airbnb. C'est un commerce pour beaucoup. C'est une professionnalisation et c'est honteux. Ça soustrait de la location longue durée pour faire de l'argent. Donc aujourd'hui, ce qui est normal, c'est qu'on ait la possibilité de louer Airbnb son logement principal. Et ça, c'est la loi, et je trouve ça sans problème, parce qu'en réalité, quelqu'un qui loue pour Airbnb son logement principal quelques semaines par an ne va de toute façon pas l'offrir à la location longue durée. Par contre, quand on a des studios, des appartements secondaires, et qu'on les met en location Airbnb, là, on nuit aux Parisiennes et aux Parisiens qui veulent se loger. Donc, je vais faire des contrôles. C'est interdit par la loi. Enfin, les contrôles vont être... Dans le cas d'une personne âgée, par exemple, qui a une maison à la campagne, dans le village où elle est née, et qui a son logement principal à Paris, mais qui passe de moins en moins de temps parce qu'elle va de plus en plus à la campagne, cette personne-là, elle va louer plus de 4 mois son logement. Aujourd'hui, la loi, c'est 120 jours, et je souhaite rester à 120 jours. Je trouve ça très bien. C'est équilibré, et c'est le logement principal, et c'est sans risque quelque part pour le marché locatif parisien. Par contre, pour tout le reste, c'est-à-dire les résidences secondaires, les appartements secondaires et toutes les personnes qui en font un commerce, c'est fini. Je mettrai beaucoup plus de contrôle. Il y a aujourd'hui à Paris 29 agents qui s'occupent du contrôle Airbnb pour 300 agents de la communication. Donc vous voyez que ça n'a pas été une priorité, même si l'équipe actuelle dit que Airbnb c'est sa bête noire et qu'elle veut lutter contre cela. En réalité, elle n'a pas mis les moyens pour cela. Oui, on constate que les gens attendent toujours devant les immeubles avec leurs valises. Oui. Exactement. Donc c'est une dérive absolue. Donc je vais doubler le nombre de contrôles et je serai intransigeante sur Airbnb. Ça va me remettre beaucoup de logements à la location. Et donc ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est d'offrir plus de logements sociaux et plus de mixité dans le logement social. Aujourd'hui, il y a une forme de ghettoisation de beaucoup de logements sociaux, ce qui crée... en fait, ça va contre ma politique. Ma politique, c'est le bien vivre ensemble. Mixité sociale, donc, mixité sociale, ethnique. Absolument. Mixité, plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux, et puis plus de logements sociaux, car nous n'avons pas atteint les 25% de la loi SRU. Donc, 25% de logements sociaux, ça veut dire trouver
du foncier. Alors non pas pour construire, parce Donc que là, cette on préempte des bureaux vides. Des bureaux de vide pendant plus de 2 ans, c'est qu'ils ne trouveront pas à louer. Et donc Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Paris. Et il y en a énormément, c'est énormément de fonciers et de bâtis disponibles, en réalité, sans usage. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Et je trouverais ça très bien que les Parisiens aillent travailler en banlieue. Il faut que l'emploi soit non seulement à Paris, mais également dans les communes alentours, pour que les flux de voitures, notamment, soient dans les 2 sens. Enfin, je pense qu'il faut réhabiliter le commerce de proximité. Vous en avez parlé, le commerce aujourd'hui vit de plus en plus... Vous parlez de plan Marshall. J'ai prévu dans mon plan un énorme. plan Marshall pour les commerces de proximité. Il faut préserver le commerce de bouche de proximité. On a parqué quelque part les touristes dans des quartiers qui se sont totalement vidés de leur commerce de proximité et c'est plus du tout agréable pour On les trouve à habitants. s'habiller, mais pas à se nourrir. Absolument. Je pense au centre de Paris. C'est comme ça, vous pouvez toujours courir. On peut toujours courir. Ouais. Et donc, ça n'est plus possible pour les habitants. Ouais. Deuxièmement, il faut qu'on préserve aussi les librairies qui font l'âme de Paris. Donc, nous avons vraiment ces 2 enjeux. Et donc, dans ce plan Marshall, j'ai notamment prévu de mobiliser un fonds qui existe avec une société qui peut aider les commerçants qui s'installent en réalité à avoir des loyers et des baux commerciaux beaucoup plus bas. Et puis, j'interdirais, en tous les cas, j'empêcherais totalement la fermeture de librairies. Il y a 700 librairies aujourd'hui à Paris. Je veux qu'elles persistent, qu'elles se diversifient, qu'elles aient la possibilité de faire plus d'activités pour être plus attractives. Donc voilà, il y a un plan Marshall pour le commerce et j'y tiens énormément. Paris, c'est une ville-monde. C'est une ville où on compte une centaine de nationalités. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour continuer, développer, amplifier le rayonnement de Paris qui est regardé par le monde entier? Tout le monde regarde Paris. C'est la ville la plus visitée au monde. Dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit un gilet jaune, ou que ce soit le musée du Louvre, ou que ce soit le musée une exposition, on regarde vers Paris. Qu'est-ce que vous auriez, quel message du point de vue de la diversité, à la fois dans vos équipes et aussi en dehors, vers l'extérieur, vers le monde, qu'est-ce que vous aurez envie de faire passer à travers votre programme? Allez, en 1 minute là aussi, parce qu'après on va parler d'éducation. Agnès Buzyn. Donc c'est vrai que le programme tel qu'on en parle, parce qu'on ne peut pas parler de tout, vise surtout à permettre aux Parisiens de bien vivre dans le quotidien. Et pour autant, ça c'est, je dirais, le minimum que l'on doit à des habitants d'une ville quand on est maire. Et donc un maire doit aussi faire rayonner sa ville. Donc aujourd'hui, nous avons un patrimoine exceptionnel qu'il faut entretenir et rénover. Et donc j'ai prévu d'augmenter le budget de rénovation de nos bâtiments. J'ai prévu d'envoyer les touristes un peu au-delà des zones touristiques, c'est-à-dire de permettre l'ouverture des commerces le dimanche partout dans Paris pour ceux qui le souhaitent. Sur la base du bénévolat, évidemment. Sur la base de volontariat, parce que en réalité, les touristes... Pas du bénévolat, oui, pardon. Oui, pardon. C'est un lapsus de ma part. du volontariat, excusez-moi. Du volontariat. Et donc, je crois que c'est une façon aussi de répartir les flux touristiques partout dans Paris pour qu'ils découvrent nos quartiers, qu'ils découvrent nos artisans, qu'ils découvrent nos commerçants et cette vie de quartier extraordinaire dont on est si fiers. Je veux créer 100 balades thématiques dans Paris pour qu'il y ait les flux de touristes à peu près partout. Et puis, il faut aussi montrer qu'on est une ville moderne. Aujourd'hui, le tourisme n'a pas été du tout investi par la ville de Paris. Il n'y a pas du tout de filière touristique, notamment thématique. Il n'y a pas d'accueil des scientifiques, il n'y a pas d'accueil des artistes qui a été proposé par la ville de Paris. Et donc, il y a dans mon programme des mesures qui sont dédiées à attirer les talents du monde entier, qu'ils soient scientifiques, techniques, artistiques, pour que Paris rayonne à nouveau. D'accord. Alors, vous parlez effectivement de ce volet un peu culturel, hein, avec les artistes, les scientifiques et autres. Ça me fait une transition rêvée pour parler d'éducation. Alors, aujourd'hui, à l'entrée au collège, on constate qu'un enfant sur 2 a des lacunes en lecture, et même 15 à 20%, hein, selon les études, sont carrément pratiquement illettrés, on va dire. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des réelles difficultés à lire correctement. On a l'impression qu'au fil du temps, comme des enfants avaient des difficultés, on a plus ralenti, on a plus baissé le niveau pour essayer de mettre tout le monde au même niveau, plutôt que d'essayer de niveler par le haut et de mettre des choses en place pour ces enfants qui avaient des difficultés. Et bon, évidemment, c'est pas de leur faute. Alors, qu'est-ce que vous préconisez en la matière? Comment est-ce qu'on fait pour relever le niveau et pour faire en sorte qu'à l'entrée au collège, tous les enfants sachent lire? Alors,
la ville peut avoir une action très complémentaire à celle de l'éducation nationale. Donc, vous connaissez déjà les mesures mises en place par Jean-Michel Blanquer, notamment le dédoublement des classes de CP, CE1 pour les zones REP et REP+, qui donnent d'excellents résultats pour l'acquisition des fondamentaux dès le CP, notamment la lecture. Enfin, ça existait déjà. Disons que sa loi l'a institutionnalisé, on va dire. Oui, mais elle l'a étendu et largement à toutes les classes de REP et REP+. Et elle monte maintenant au CE1, CE2. Donc, en réalité, on voit bien que c'est vraiment une politique qui porte ses fruits. Et la ville peut aider. Elle peut aider de différentes manières. D'abord, elle peut, et c'est dans les mesures que je propose, transformer les études surveillées en études dirigées. Aujourd'hui, les études surveillées, ce sont des animateurs qui regardent simplement... Une garderie, un peu. Une garderie. Les enfants font leurs devoirs ou pas. Les études dirigées, ce sont des enseignants qui sont payés en heures supplémentaires et qui viennent vraiment aider les enfants. Donc ça, c'est pourquoi une pas mesure... des retraités de l'éducation nationale qui donneraient quelques heures de leur temps? Ça peut l'être. Et donc aujourd'hui, j'ai des mesures qui visent à financer des personnes de l'éducation nationale qui viendront aider les élèves à faire des études dirigées de façon à décharger les familles de cette inquiétude qu'on a quand on rentre du travail fatigué le soir avec des enfants dont on doit faire les devoirs ou vérifier leurs acquisitions. C'est très difficile, nous le savons. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'école, c'est aussi le moment un lieu privilégié de l'éducation à la différence, de l'éducation à la tolérance, de l'éducation au goût, de l'éducation à la santé, de l'éducation à l'alimentation. L'éducation civique. De l'éducation civique au sens large. Donc les cantines seront notamment redonnées, la responsabilité des cantines seront redonnées aux mairies d'arrondissement pour que tous les enfants mangent correctement. Avec du bio, vous prenez du 100% bio dans les cantines pour les enfants. Absolument, et de l'éducation à la santé et à l'alimentation par ces cantines. Aujourd'hui, c'est honteux de voir que les cantines du 18e, la mairie l'a sous-traité à un organisme privé et c'est absolument dégoûtant. Et donc, c'est des enfants qui, au contraire, auraient besoin d'avoir accès à de l'alimentation saine. Donc, on va remettre les maires d'arrondissement en responsabilité là-dessus avec un cahier des charges très précis. Et par ailleurs, sur l'éducation, j'ai une mesure... Oui, il y a beaucoup d'exemples qui montrent d'ailleurs que c'est pas plus cher que de faire du bio cuisiné sur place. Du bio cuisiné sur place avec des circuits courts, c'est ce que fait la mairie du 5e actuellement. C'est remarquable et c'est ça que je veux dans toutes les mairies d'arrondissement. Ensuite, j'ai prévu d'offrir un bon pour les élèves du CP à la 6e, un bon pour aller chercher 3 fois par an un livre dans une librairie, de façon à ce que ces enfants prennent l'habitude d'ouvrir la porte d'une librairie. Ils auront le choix entre une dizaine de livres et donc ils se constitueront leur propre bibliothèque et ça va leur donner l'idée que ce bon, c'est un cadeau que fait la mairie ou l'école. Ça n'est pas grave, mais en tous les cas, ce sera la mairie qui le financera et ça sera un cadeau, ce bon, à aller chercher dans une librairie. Je pense que ça favorisera la lecture. Une dernière question, Nasser, au pas de course. La ville durable, comme la société durable dans son ensemble, c'est offrir à l'enfant, dès son jeune âge, 2 ans, 3 ans, l'accès à la lecture, l'accès à l'art, à la musique, au sport. Et vous voulez mettre fin à la pratique injuste du tirage au sort dans les conservatoires municipaux. On est tous parisiens, on vit ça chaque année. Comment vous allez mettre fin à ça? C'est une véritable Est-ce qu'on construit des nouveaux conservatoires, d'ailleurs? C'est une véritable loterie et plein d'enfants sont laissés sur le bas-côté parce qu'ils ne peuvent pas avoir... Quelle est votre mesure là-dessus? Alors, 2 choses. D'abord, d'ouvrir des places supplémentaires. Et donc, ça veut dire, évidemment, agrandir les conservatoires ou en ouvrir de nouveaux. C'est absolument nécessaire. Vraiment, je trouve que cette pratique est très choquante pour les parents. Un enfant tiré au sort. Je trouve même que pour l'enfant lui-même, ça donne une drôle d'image de la société. Et puis... permettre du conservatoire hors les murs. Et ça, c'est très simple. On peut ouvrir une école en dehors des heures scolaires et permettre à des associations ou à des professeurs du conservatoire d'y donner des cours. On peut ouvrir des salles dans les mairies. C'est très facile, en réalité, de payer plus de professeurs des conservatoires sans même construire des murs, mais offrir des disponibilités de salles, parce que la mairie en a, parce que les écoles en ont. Et ça fait partie de toute la politique que je veux mener en faveur de l'augmentation des horaires d'ouverture, des bibliothèques, des piscines. Aujourd'hui, on a des horaires trop contraints qui ne correspondent plus à la vie des Parisiens. On l'aura compris.
Paris pour tous, Paris avec tous. Merci Agnès Ensemble Buzyn. pour Paris. Voilà, merci Nasser, merci Agnès beaucoup. Buzyn. Alors dimanche, on votera dans toute la France. Je tiens à rappeler aux auditeurs que le fait d'aller voter ne vous donnera pas le coronavirus, parce que les élections municipales, c'est sans doute le scrutin, je crois, dont l'issue influence le plus la vie quotidienne. Donc, s'il vous plaît, allez voter pour qui vous voulez, mais surtout, votez